Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur cette vidéo. Avec les membres RA Pro, on a décidé de vous faire un petit compte-rendu du salon Museum Connection. On était tous sur le salon, alors soit côté visiteur, soit côté exposant. Et c'est une forme un peu simple et sympa de vous donner notre feedback, sans pour autant rentrer dans les détails. On va se donner un peu moins de 30 minutes, mais au moins pour partager le sentiment de cet univers des musées et de la culture et son rapport avec la XR. Je fais rentrer tout le monde rapidement. Bonjour à tous, bonjour Caroline, bonjour Philippe, bonjour Philippe Bonjour. aussi, et bonjour Valérie. Est-ce que je peux vous demander rapidement de vous présenter? On commence par Caroline. Alors bonjour à tous, donc moi je suis vice-présidente de RA Pro avec tous les membres ici, et moi je suis tout ce qui est la direction des projets immersifs polysensoriels de chez Omar qui sommes basés à Lille. Philippe Fonte. Bonjour, moi je suis Philippe Fonte, je suis le fondateur de Real Illusion, qui est une solution de réalité augmentée multicanal. Voilà. Et Philippe et Caroline étaient exposants sur Museum Connection. Tout à fait. Valérie. Valérie Riffoc-Angelosi. Donc moi, je gère une agence spécialisée en réalité augmentée. Donc c'est une agence de conseil pour aider les clients à déployer des solutions de RA. Et Philippe Bornstein. Oui, Philippe Bornstein, fondateur de la Compagnie des Rêves Éveillés. On édite une plateforme SaaS no-code qui permet de créer des expériences immersives en AR, en VR, accessibles directement depuis un navigateur web, donc sans application à télécharger, sur mobile, sur ordinateur, sur casque VR, sur lunettes de réalité augmentée. Alors, Valérie, comme Philippe et comme moi, vous étiez plutôt côté visiteur. Ouais. Oui, absolument. Commençons par, pour ceux qui ne connaissent pas Museum Connection, je vous laisse aller jeter un coup d'œil sur le site web pour connaître l'histoire, etc. Je vais le résumer, hein, vous compléterez, mais je vais le résumer assez rapidement en disant que c'est un salon dédié au musée, plutôt précisément au musée, avec une partie culture, évidemment, hein, puisqu'on parle des musées, avec deux grandes zones. Une zone Museum Shop qui est vraiment dédiée aux magasins des musées, et puis une zone qui mélange tech et puis d'autres services autour des musées. On va dire quoi, 2 tiers Museum Shop, 1 tiers le reste, en gros, avec évidemment des conférences, etc. Alors, commençons par les visiteurs. Je ne sais pas, Valérie, Philippe, votre feeling de cette édition de Museum Connection? Moi, je vais commencer. Donc moi, j'étais venue déjà l'année dernière. J'ai trouvé dans l'ensemble qu'il y avait quand même un petit peu moins d'exposants spécialisés dans la XR que l'année dernière. En revanche, il y avait dans l'ensemble plus de contenu immersif. Donc, ils ont juste un peu élargi le sujet immersif en rajoutant tout ce qui était audio, haptique, olfactif. Si on regarde un petit peu la présentation de Museum Connection, c'est vrai qu'il donnait la part belle à l'immersif, mais effectivement, contrairement à la terminologie que nous, on a tendance à utiliser en parlant de la XR, c'était beaucoup plus large. Donc, effectivement, si on prend l'immersif dans ce type de considération, il y avait effectivement plus d'exposants. J'étais quand même assez contente de voir que HoloLens avait investi pour quand même donner la part belle à certains de leurs partenaires qui, on doit l'avouer, ont fait quand même de jolies réalisations, en tout cas assez haut de gamme, mais assez intéressantes à voir, comme Saola avec Revivre, Nausicaa ou Holoforge, Realcast avec le musée de la Libération. Donc c'est vrai que c'était quand même
bien de la part de Microsoft de montrer qu'il y avait quand même un marché. Puis, comme ils ont quand même les moyens de faire des belles mises en avant, ils s'étaient fendus d'une jolie brochure aussi. Donc, je pense que pour tout le monde, c'était bien parce que ça montrait aussi voilà, qu'il y avait quand même des choses à faire dans le milieu de la réalité augmentée, réalité mixte, et que ça donnait des exemples de projets en réel qui pouvaient être testés sur site. Voilà, la jolie brochure Je en fais du placement question. produit. Mais voilà, donc je pense que de toute manière, toutes les initiatives de mise en avant sont bonnes pour notre secteur et puis pour tous les acteurs du marché. Donc ça, c'était vraiment un aspect sympa. J'étais quand même contente de revoir des gens que j'avais vus par ailleurs, qui étaient assez nouveaux sur le marché, de type Invisar, qui était une boîte irlandaise qui commençait tout juste, qui était venue à Laval. Oui. Et pas forcément à la meilleure période, puisqu'ils venaient vraiment de se lancer. Puis voilà, en un an, ils ont réussi à faire quelques projets immersifs sympas en Irlande. Ils ont même réussi à développer un ou deux projets aux États-Unis. Donc, du coup, voilà, content de les voir, content de voir qu'il y a quand même suffisamment de marché potentiel pour que ces petites boîtes se développent. Et puis aussi sur les pavillons. Alors ça, c'était assez nouveau, je pense. Je crois qu'il y avait un pavillon espagnol déjà l'année dernière, donc qui était toujours là. Euh, Espagnol ou catalan, parce que c'est beaucoup de boîtes de Barcelone, donc quelques-unes dans l'immersif. Et puis, il y avait un pavillon italien. Donc ça, c'était assez sympa un peu d'élargir le scope des profils, parce que ça restait dans le passé quand même très, très franco-français. Donc, bon, pour moi, c'était vraiment un aspect assez positif. Et du côté en revanche, j'étais un petit peu déçue du côté des conférences. J'aurais bien aimé en voir plus sur nos sujets, donc réalité augmentée, virtuelle. Donc, heureusement, on a des gens qui ont été quand même faire quelques petites conférences spécialisées avec des clients pour essayer de faire des mises en avant. Je pense que Philippe en parlera plus en détail, Philippe Fonte. Mais ouais, j'aurais vu quand même une opportunité pour avoir plus de contenu parce qu'il y avait quand même de belles réalisations en 2022 dans notre secteur et je pense qu'il y aurait eu plus de choses à dire. Il n'y a que le Palais Augmenté, donc le Grand Palais, qui a quand même fait une conférence. Ils vont le faire, je crois que c'est leur 3e édition cette année. Oui. Ils ont fait quand même une conférence assez sympa pour expliquer voilà, qu'ils faisaient du recrutement de contenu, de développeurs, de jeunes boîtes pour faire cette 3e édition qui, alors là, vraiment donne la part belle aux créations artistiques autour de la RA et de la RV. Donc ça, c'est vraiment bien que des boîtes un peu visées, enfin des entreprises du secteur culturel un peu visibles se positionnent vraiment sur le long terme sur des initiatives de ce type parce que voilà, ça rend justice à toutes les boîtes qui travaillent dans le secteur. C'est intéressant parce que moi j'ai trouvé qu'il y avait justement beaucoup de conférences et beaucoup de discussions sur l'immersion. J'avais l'impression que le programme était très tourné vers l'immersion, alors que, bon, si je veux être un peu brutal, le village tech, c'est quoi? C'est un quart du salon. Et puis quand on va du côté Museum Shop, on franchit un gap. On ne trouve pas beaucoup de numérique dans Museum Shop par rapport à l'autre côté, ce qui est un peu le truc. Donc j'ai trouvé une certaine dichotomie entre les deux. Mais Philippe Bornstein, pareil, toi, tu en tires quoi de ta balade en tant que visiteur? Alors, moi, j'y ai passé une petite demi-journée. J'ai trouvé qu'il y avait relativement peu de gens dans les allées. J'ai eu le sentiment, plus d'exposants en termes de nombre de personnes que de visiteurs, en tout cas le jour où j'y étais. Euh, et incontestablement, c'est un constat que je me fais à chaque fois, c'est qu'il semble que les gens soient plus intéressés par aller aux conférences qui m'ont semblé assez bien remplies que d'aller sur les stands. Mais ça, le point de vue des exposants, à mon avis, c'est plus intéressant à entendre. Effectivement, le mot immersif, le mot expérientiel, l'XR globalement est sur toutes les lèvres, pas que dans ce type d'événements, sur la culture ou sur les musées.
Et sur ces aspects-là, il s'y passe pas grand-chose. J'ai été très surpris effectivement par la qualité, la dimension du stand Microsoft, des moyens déployés, avec une totale contradiction entre ce qu'ils ont fait cette semaine-là à Museum Collection et les annonces qui ont suivi la semaine d'après, où ils ont l'air de tout arrêter, ou presque, sur HoloLens. Mais bon, je pense que les budgets s'allouent bien longtemps en avance et les décisions sont plus court terme, puisqu'on entend même parler, enfin je crois avoir vu ça, qu'ils arrêteraient définitivement ou presque HoloLens. Peut-être que c'est pour mieux renaître, c'est peut-être aussi pour se concentrer sur tout ce qui est intelligence artificielle. En tous les cas, il semble que HoloLens ait mis en avant un casque, HoloLens 2, avec des expériences immersives qui ne vont pas être suivies dans le futur. C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. Pour le reste, toujours très sympathique et toujours très agréable de se retrouver entre professionnels. Moi, j'ai pris le parti de ne pas être exposant cette année. Je l'étais l'an dernier et j'ai vu que finalement la curiosité de certains n'était, à mon goût, jamais suivie d'effet. Donc là encore, le point de vue des exposants cette année m'intéresse, à savoir est-ce qu'il y a une vraie appétence, il y a une vraie volonté. J'ai le sentiment plus global encore que dans cet univers des musées, de la culture, des territoires, on soit peut-être en fin de cycle. Je reste abonné aux appels d'offres publics et autant j'en voyais pas mal il y a un an, autant je trouve qu'on n'en voit plus beaucoup sortir. Alors est-ce que c'est les contractions budgétaires, le fait qu'il y ait plus d'argent pour financer ce genre de choses, ou est-ce que c'est saisonnier? Là encore, l'avis de mes confrères m'intéresse pour savoir si vous constatez un peu la même chose. Eh ben, c'est parfait, c'est une Euh, excellente transition. Côté exposant, alors, vous en pensez quoi? Vous avez eu des choses intéressantes? Oh ben, Philippe, allez, on reste dans la lignée des Philippe. Bonjour, en fait, effectivement, il y a trois aspects assez étranges. Sur le salon, il y avait une salle de conférence qui était plus orientée vers tout et n'importe quoi, qui était la plus grande salle, dans lequel n'étaient pas présents les projets immersifs, ce qui est assez étrange. Et une grosse partie des projets immersifs étaient basés sur les duos de l'innovation. Ce qui m'a un peu surpris parce que moi j'ai essayé d'assister à quelques conférences qui étaient dans l'autre espace. Il y a vraiment des sujets transverses avec les technologies immersives, mais ça faisait partie d'un tout de présentation et non pas de quelque chose qui était central. Donc c'est vrai, effectivement, je trouve que ça manquait, parce que c'était une salle, enfin, c'était une zone où il y avait énormément de visiteurs qui étaient curieux, et en fait, ils avaient surtout accès à des informations très généralistes sur on a mis des solutions immersives dans un projet global, mais sans aller plus dans les détails, alors que sur la partie duo de l'innovation, ben, en fait, on s'est retrouvé en fait avec toutes les boîtes, c'est-à-dire il y avait Microsoft, il y avait nous, en fait, on s'est tous retrouvés à présenter des solutions technologiques, avec d'autres structures qui présentaient des trucs beaucoup plus classiques, des parcours audio guides, des parcours plutôt centrés sur de la navigation utilisateur dans les musées. Donc ça c'est vrai, vraiment le ressenti c'était ça. Après sur la partie donc sur cette partie-là il y a eu beaucoup d'intérêt parce que nous on a eu énormément de retours a posteriori encore aujourd'hui sur des journalistes qui veulent en savoir plus parce qu'ils n'ont pas eu assez d'infos sur place et même des journalistes qui étaient sur les autres conférences qui ont eu des infos par leurs confrères qui étaient sur celle des duos d'innovation et qui se rendent compte qu'en fait ils sont passés à côté d'une partie des choses intéressantes. Donc je pense qu'ils auraient dû mélanger un peu plus et tout faire dans la même salle avec des plannings un petit peu différents. Côté exposant, c'est assez étrange. Il y a eu le premier jour une grosse quantité de visiteurs qui savaient ce qu'ils venaient chercher. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en mode déambulation, hein, ils avaient fait leur liste et ils venaient voir tel ou tel produit, se renseigner sur tel ou tel produit.
Le lendemain, c'est un peu plus délicat parce qu'avec les histoires de grève, il y en a beaucoup qui sont partis plus tôt que prévu. Donc l'après-midi du lendemain était relativement tranquille. Par contre, au niveau des demandes utilisateurs, on voit qu'effectivement qu'il y a un changement dans l'approche. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui se sont fait avoir avec des budgets pour développer les applications stratosphériques pour quelque chose qui est obsolète et qui est à refaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois. Et on a eu des gens qui sont venus spécifiquement nous voir en nous disant mais en fait, le fait d'avoir une application qui existe déjà, ça nous va très bien, même si on y met le même budget pour produire du contenu. Donc il y a un changement de vision de ces structures-là, des musées. En fait, ils vont partir vers mettre plus de budget dans la création de contenu parce qu'il y en a certains qui se sont rendus compte que l'applicatif en lui-même n'est pas forcément ce qui apporte la valeur ajoutée au niveau du public. Donc il y a une migration là-dessus. Après, on voit que le climat est morose, hein, le climat des musées, les problèmes budgétaires, les coupes budgétaires, le prix de tout ce qui est électricité, chauffage, etc. Pour en discuter avec certains musées avec qui on travaille en étroite collaboration, en fait, ils ont des budgets qui ont fondu comme neige au soleil par rapport en fait à la problématique énergétique en fait des bâtiments eux-mêmes, parce que la plupart du temps les musées c'est des passoires énergétiques et donc le chauffage leur coûte de plus en plus cher. Après, dans les projets et dans leurs idées, en fait ils sont sur des choses très classiques, c'est-à-dire que on pourrait prendre, comme disait Philippe, le salon de l'année dernière. Bon, c'est à peu près les mêmes questions et à peu près les mêmes idées. Certains qui reviennent avec des idées de l'année d'avant en se disant bon, on l'a toujours pas fait parce que on n'avait pas forcément de référence, on ne savait pas si ça allait faire venir des gens, s'il y avait vraiment un intérêt à déployer des technologies de ce style. Et ils se rendent compte maintenant qu'en fait, il faut qu'ils prennent l'expérience utilisateur de façon globale. C'est-à-dire, c'est plus une action à un endroit, c'est quelque chose qui va suivre l'utilisateur et qui va l'embarquer dans une histoire. Et surtout, l'utilisateur va pouvoir s'en servir quand il a envie. C'est-à-dire qu'ils veulent plus qu'il y ait d'obligation en fait de partir dans un parcours et d'être obligé de tout utiliser. Et après, il y a des histoires de génération aussi des visiteurs, parce que ça leur pose de gros soucis, c'est qu'ils se sont rendus compte que les différentes générations n'utilisent pas la technologie de la même façon. Ce qui veut dire que l'idée de faire un scénario unique pour tout le monde, en fait, ça marche pas. Donc on revient sur leurs idées d'origine qui est des scénarios adaptés aux utilisateurs, mais ce qui veut dire que le budget est multiplié par le nombre de scénarios, et donc du coup on a une espèce de boucle qui ça va forcément coûter cher et on n'a pas forcément les budgets. Donc mon sentiment sur le salon, c'est qu'en fait il y avait des gens vraiment intéressés. Est-ce qu'ils passeront à l'acte? Ça c'est pas si sûr que ça. Par contre ils sont partis avec pour une fois des bonnes informations, parce qu'il déjà il n'y avait plus de métaverse partout. Donc il y en avait un. Parler métaverse. Ouais. Les stands de métaverse sont apparus et il y avait un stand qui parlait de métaverse et un stand qui parlait de NFT pour remplacer les pièces de la monnaie de Paris, les mettre en mode virtuel sur le stand. Et après, dans les expériences virtuelles, on est retombé sur les classiques, hein, des visites virtuelles, des parcours de chasse au trésor, et puis après, des produits un peu atypiques comme ceux qu'on a et autres, qui sont, ou ceux de Philippe quand il est sur place, en fait, où on a des produits qui rentrent dans aucune case, mais c'est très... Caroline, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur le Museum Connection 2019, donc, puisque je comprends que depuis 5 ans, il n'y a pas grand-chose qui a évolué. 2019, on n'y était pas. Alors, en 2019, pour la petite histoire, c'était en fait une petite fille qui passait. Non, je déconne. Alors, donc, non, pour revenir donc sérieusement, côté exposant, en fait, bon, il y a certaines choses que je ne vais pas faire de la redite, mais je vais la faire quand même. Donc, c'est vrai que par rapport, en fait, bon, là, moi, je l'ai fait l'année dernière en tant que visiteuse et pas en tant qu'exposant. Donc, pour la configuration, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de tech, hein, il n'y a qu'un quart par rapport à tout ce qui était les goodies, etc., et qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation dans les goodies. Il y a beaucoup de gens qui mettent justement des témoignages des exposants goodies qui m'expliquaient que de toute façon, le public qui achetait n'est pas prêt à passer à l'acte de l'innovation,
du truc qui n'est pas, voilà, de l'immatériel par rapport à de la 3D comme les FTC, etc. Ça, c'est non, pour les musées, c'est encore du physique. Donc, c'est pour ça aussi que ça explique aussi qu'il n'y a pas beaucoup de digital, de numérisation, en fait, d'objets 3D, d'hologrammes, où les gens repartent avec une petite pierre. Voilà. Ça, c'est côté shop. Côté innovation, par rapport à l'exposant que je suis cette année et par rapport, en fait, aux visiteurs de l'année dernière, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde et qu'il y avait beaucoup de photographes qui se remettent en question sur leur pratique avec des bornes interactives, etc. Que cette année, ils étaient beaucoup moins présents. Les bornes Astérix avec les trucs, avec les QR codes, les trucs où on s'amuse. Ben, il y en avait beaucoup, il y en avait, mais moins que l'année dernière. Et pour revenir aussi, bon, les gens qui sont venus, comme ça je vais rejoindre sur Philippe, les gens qui sont venus avaient des réelles questions et ils savaient pourquoi ils venaient. Donc l'immersion, en fait, elle n'est pas seulement en réalité virtuelle ou en réalité augmentée, mais c'est vrai, ce qu'ils cherchaient, c'est vraiment l'expérience globale pour certains. Donc, comme on disait, tu rentres dans un musée, tu t'appropries ton expérience, ton rêve et tu as le choix. Donc là, c'est un coût au niveau du développement. Comme aussi les parcours, c'est comment toucher un public assez large, mais quand même assez ciblé, entre l'enfant, la famille, la personne handicapée, tout le monde n'est pas aussi à la même échelle au niveau de la technologie, donc tablettes, etc. Donc, pour les personnes qui sont venues sur les stands, qu'ils ont vu, en plus, on était quand même bien placés avec Philippe, puisqu'on était sur le fil. Et donc, en fait, tout le monde était complémentaire dans les dispositions et on ne faisait pas d'ombrage. Donc, il y avait de l'haptique, il y avait de la 3D avec les solutions de Philippe. Nous, on était vraiment sur les expériences polysensorielles avec le HoloLens et avec le HTC Vive et avec l'accessoire aussi de l'odorat, de diffuseur d'odorat. Donc, on était très complémentaires et donc les gens, en fait, pouvaient voir l'immersion à cette échelle. Après, on a eu d'autres consommateurs, en fait, qui étaient là, qui, pour eux, l'immersion, ça rejoint à la tablette, au mobile, et c'est des créateurs de contenu. Donc, là, je rejoins Philippe, c'est vrai que les personnes qu'on a eues, ils veulent développer du contenu. La techno, c'est pas grave. Bon, après, c'est le budget entre une table tactile ou avec un mobile ou une application ou un parcours. Voilà, le coût n'est pas pareil. Mais les gens, le polysensoriel, l'odorat a fait aussi est rentré en action et c'est à la limite comment on peut mettre de l'odeur en fait dans un parcours historique, l'odeur de la pierre. On a vraiment eu pas mal de variétés, comme des personnes aussi qui créent aussi leur chaîne de glace. Voilà, avec leur chaîne de production. Donc, on est sur la fabrication. Donc, eux, ils ont imaginé, voilà, quand les créateurs de glace, autant des Romains, ils imaginent tout un parcours client jusqu'au bout et à la fin, on arrive à la glace. Donc, c'est vraiment cette immersion-là. Donc, là, je donne l'exemple de la glace. Mais aussi, pour des châteaux, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on a à la fin en gratification? Donc, pour un côté exposant, moi, je trouvais on n'a pas perdu notre temps, je veux dire, sur le site. Comme il dit Philippe, c'était qualitatif. Il n'y a pas eu de grosse affluence. Surtout, c'est vrai que le jeudi, on a été un peu victime de la grève du jeudi. Donc, les gens ont eu peur de ne pas avoir leur train. Donc, jeudi après-midi, c'était un peu libre. Donc, pour la note de Museum Connection est positive pour nous, du moins dans le ressenti, dans les échanges. Après, le retour, bah, les gens sont frileux, comme on dit. Quand on leur dit les budgets que ça peut coûter, ils font bon. Ils pensent aussi à la priorité, chauffage, électricité, etc. Voilà. Donc, il y a eu vraiment une envie. Maintenant, comme Philippe, c'est vrai que par rapport à toi l'année dernière que tu l'as fait, nous, beaucoup d'envie de particulier, mais après, ça ne suit pas. Le retour investissement d'un salon, pour l'instant, c'est trop tôt encore pour le dire, ça fait 15 jours. Là, on a déjà des gens qui nous ont rappelés voilà, pour essayer d'est-ce qu'ils ont bien compris la techno, est-ce qu'on voilà, des questionnements encore. Mais pour l'instant, ça suit son cours. Juste une question, parce que vous travaillez, vous tous, dans le milieu de la XR et pour certains d'entre vous, vraiment proches des musées. On a beaucoup discuté, vous savez, pendant la pandémie et juste à la fin,
du saut quantique que les musées étaient obligés de faire pour s'adapter à tous les publics, y compris ceux qui venaient pas, la façon de faire de la relation client dans les musées, comment le numérique et puis la XR pouvaient être un bon vecteur justement pour mettre le musée hors les murs, pour faire ces trucs-là. On est en 2023, en janvier 2023, et tout ça, on a tout oublié. Je pense pas qu'ils ouais. Je pense pas qu'ils ont tout oublié, c'est qu'en fait, ils ont changé de priorité. C'est comme quand le Covid est arrivé, on a dit ce sera le monde d'après. Bon, en fait, le monde d'après, c'est même que celui d'avant, avec les problématiques actuelles. Donc, ils ont toujours ces envies. Hein. Nous, on travaille vraiment en étroite collaboration avec plusieurs musées. Il y a des projets qui traînent dans les tiroirs depuis 3 ans et qui passent d'un mois sur l'autre à prioritaire, à plus prioritaire, à on y va pas. En fait, ils sont dans une incertitude totale, mais dû en fait à tous les autres problèmes qu'il y a autour. C'est en fait, ils n'ont pas de visibilité en fait à long terme, sauf quand ils sont sur des projets de création de nouveaux musées où là, c'est des gros budgets, c'est des grosses machines, etc. Mais par exemple, les budgets de com, c'est toujours comme dans toutes les activités, ce qui est d'ailleurs une erreur, c'est le premier budget qui saute, c'est le budget de la com. Et en fait, ils essaient de survivre en fait en faisant le strict minimum, et ils ne savent pas forcément quelle est la priorité dans le strict minimum. Donc, ils continuent à papillonner un petit peu à droite, un petit peu à gauche pour garder un équilibre, mais c'est vrai qu'ils n'y vont pas franchement. Et comme on disait sur le salon, effectivement, il y avait des projets Microsoft qui étaient là. Microsoft, en fait, cette année, va prendre 2 stands. Ils ont pris un stand à Museum Connection et le prochain, il sera à Laval. C'est les 2 uniques stands qu'ils vont prendre. Et en ce qui concerne les HoloLens, en fait, il y a beaucoup de on-dit sur l'histoire des HoloLens, ça existe plus, etc. etc. En fait, Microsoft subit la même problématique que toutes les autres boîtes qui sont aux États-Unis. Il y a une grosse récession qui arrive, il y a des gros problèmes de fonds qui ont disparu avec tous les cryptos, les métaverses, etc. Et toutes ces boîtes-là sont en train de se recentrer sur des projets où ils font beaucoup de cash dessus. Donc, il y a eu des suppressions d'emplois dans le secteur des tablettes Surface. Bon, c'est pas pour ça que les tablettes Surface vont disparaître. Donc, en fait, c'est général sur le secteur Microsoft. Les HoloLens, effectivement, ils ont pris un gros coup avec les histoires de l'armée. Mais bon, c'est pas ça qui va les mettre à terre. Et au pire, on aura une version 3 qui sera la version de l'armée, comme je l'ai dit plus haut, elles sont déjà plus performantes que celles qu'on a. Donc, après, c'est vrai que faut pas oublier que Microsoft a sorti des HoloLens à l'origine pour l'industrie. C'était pas prévu pour s'en servir dans le domaine de la gamification ou des musées. C'est juste un produit qui est vraiment très annexe pour eux. Le business des HoloLens, il est dans l'utilisation des outils type viewer et guide et ce genre de choses pour de la formation et autres. Donc, voilà, c'est un produit qui va rester. Il y a d'autres produits qui vont arriver sur le marché qui vont faire boule de neige. Après, ils ferment tous les robinets, donc s'ils ferment les robinets, ils ferment certains services. Hein. Après, ça a des avantages. Par exemple, les librairies MRTK, elles vont être toutes en open source, donc Microsoft n'a plus besoin d'avoir une équipe de développement spécifique en interne pour ça. Hein. Donc voilà, il y a des gros remaniements, mais je pense que l'écosystème hardware ne va pas changer du jour au lendemain. Ça ne va pas disparaître ça va pas disparaître. Ça va stagner peut-être. Et ça reste quand même très annexe sur la partie musée. On est d'accord, les HoloLens dans les musées, il y a des belles expériences, c'est joli, ça fait des beaux résultats, mais c'est vraiment le très haut de l'iceberg. On peut les compter sur les doigts de la main, ils étaient tous présents à Museum Collection. Hein. Donc les seuls beaux projets qui tournent sur HoloLens, qui ont été déployés à l'échelle et qui sont utilisés par du grand public, les 5 étaient sur place. Et pour avoir discuté avec les gens de chez Hasbro, en fait, il y a même des projets qu'ils avaient commencé à développer, comme c'était le Holotour, qui tournait sur les HoloLens 5. Ils ont abandonné ce projet alors que c'était un projet qui pouvait avoir un avenir intéressant par rapport au grand public. Donc, c'est le côté grand public, de toute façon, c'est pas la cible actuellement de Microsoft. Les musées, ça leur permet de montrer que ça peut faire des choses très jolies avec des gros budgets, tout en sachant que la plupart du temps, ils sont partenaires ou partie prenante, donc du coup, le budget n'est pas si important que ça, ou c'est cofinancé par du mécénat et autres.
Mais parce qu'actuellement, les musées français n'ont pas forcément la capacité financière de mettre un budget hollywoodien pour faire un projet d'envergure, en fait. Et quelle que soit la technologie qu'on utilise, actuellement, dès que c'est des projets qui vont dépasser les 5-6 000 euros, déjà ils commencent à avoir froid et ils se disent oulala, et on va peut-être mettre un degré de chauffage de plus et on va mettre un peu moins dans la tech. Est-ce que je peux vous poser aussi une question? Alors, Philippe, Valérie aussi, vous avez parlé à un moment de Museum Shop. Moi, ça m'a beaucoup. Je suis très impressionné par Museum Shop. Donc, tous les exposants qui font tous ces goodies-là. Alors, je suis déjà très impressionné parce qu'il y a beaucoup de discussions autour de la durabilité et vous avez des stands de goodies en plastique partout. Bon, il n'y a pas que ça, mais bon, ça, c'est peut-être un léger. Une dissonance cognitive sur le truc. Mais surtout, alors je ne sais plus si Caroline ou Valérie, est-ce que vous l'avez dit, quand vous allez sur Museum Shop, on est vraiment dans le physique. La discussion avec certains exposants sur la possibilité d'augmenter, par exemple, les goodies pour faire ce rapport dont on a parlé, ce lien avec le consommateur. C'est pas juste quelqu'un qui achète une pièce et qui s'en va. Il y a des choses intéressantes que d'autres secteurs ont fait, alors que là, j'ai vraiment l'impression de prêcher dans le désert, d'avoir des gens avec un intérêt très limité pour cette espèce de truc là-bas, y compris sur des domaines où on a beaucoup d'exemples. Je pense à l'édition, hein, avec les livres, en plus les livres éducatifs, etc. On a des tas et des tas d'exemples où ça marche, il n'y a pas de problème. Il y a des solutions qui permettent de construire des choses sans mettre 3 millions sur la table, etc. Enfin, pour moi, c'était très étrange cette partie Museum Shop et ce désert d'ambition sur le numérique. Je ne sais pas comment vous avez vu, ressenti ces choses-là. En ce qui me concerne, je pense que c'est tout à fait lié à la discussion aux éléments qui ont été mis en avant dès le départ, c'est qu'ils sont retournés sur des basiques. Enfin, on oublie trop rapidement qu'on vient de traverser des années Covid qui ont été désastreuses pour tous les musées et forcément tous les objets physiques, les goodies, tout ce qui s'achète, c'est une valeur sûre, c'est quelque chose qu'ils connaissent, sur lequel ils peuvent vraiment se reposer et puis où ils font des marges faramineuses. Je pense que c'est vraiment ce qui fait. Alors, je ne me souviens plus dans quel musée c'était aux États-Unis, mais en fait, ils faisaient 80% de leur marge ne venait que des produits dérivés qu'ils vendaient à la sortie. Ils ne faisaient pas du tout leur marge sur les tickets d'entrée. Donc, je pense que voilà, on est de retour sur des choses sûres, rassurantes, sur lesquelles ils peuvent se reposer, faire de l'argent aussi. Aujourd'hui, on a un problème fondamental, c'est que si un musée, quelle que soit sa taille, vient vers moi et me dit « Ok, quel va être mon retour sur investissement? Donnez-moi des stats, montez-moi des exemples. » Alors évidemment, probablement, Caroline, Philippe, ils ont des exemples qui sont liés à leurs expériences et à leur déploiement, mais on n'en est pas au niveau de ce qu'on a dans l'industrie, où on peut vous prouver que en faisant de l'assistance à distance, on peut économiser 80% sur les voyages, sur les trucs, voilà, et je pense qu'il y a ça aussi, quoi. C'est que cette incertitude pour prouver que la tech va leur permettre de gagner de l'argent, enfin, ça reste quand même, voilà, c'est pas des sociétés de bienfaisance, il faut qu'il y ait une logique. Et surtout, c'est que les expériences elles-mêmes, en fait, c'est où elles sont, c'est des expériences très ponctuelles qui font juste un effet wow. Et derrière, en fait, c'est difficile de générer de la rentabilité sur un effet wow. Et surtout, c'est qu'elles sont pas prévues pour durer, en fait, dans l'expérience globale de l'utilisateur. Donc, du coup, en fait, le goodies, il a une fonction, il est acheté, le gars, il part avec. Par contre, l'expérience elle-même, si elle est utilisée 10 minutes pendant l'expérience et que derrière l'utilisateur il n'en a aucun souvenir et puis il n'en parle pas à ses amis ou à ses collègues, etc., en fait, le ROI il s'arrête à la sortie du musée. Et c'est ça qui est dommage, c'est que c'est. Alors après, il y a des structures qui ne le cherchent pas, c'est qu'on a vu passer énormément d'appels d'offres et de présentations où quand ils présentaient les retours des projets, c'est oui, bonjour, je suis le château Intel. On a fait développer une application qui nous a coûté 50K. On a eu 1000 téléchargements et ils se satisfont de ça.
Parce que derrière, dans le projet, il n'y a pas d'analyse, c'est pas prévu d'avoir de l'analyse prospective sur l'impact, sur le nombre d'utilisateurs, sur comment les utilisateurs ont apprécié l'expérience, ne serait-ce que pour la faire évoluer. Donc, Mais ça, d'accord, bon, Philippe, ça, c'est peut-être un ressenti. Mais nous, par exemple, les personnes qui sont venues nous voir, bon, on a déjà la casquette formation dans la culture. Donc, ils ont vu, on a cette. Donc, c'est formé aussi. Il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi, il y a des interlocuteurs qui sont venus nous voir pour comment on peut former mieux nos médiateurs culturels pour diffuser de l'information et toucher du public. Donc, il y a sa casquette HoloLens où, bon, bah, nous, on vient de là, donc on accompagne l'amélioration compétences. Après, si je reviens sur Valérie, sur les questions qu'on vient de passer sur le shop, c'est vrai qu'au niveau de l'étude du Covid, les gens ont plus envie de se rencontrer, se voir physiquement et d'avoir quelque chose qui les rassure. Si on revient sur ce que Philippe et Valérie ont dit aussi, c'est qu'on a besoin de partir avec un petit quelque chose. Le problème avec la VR et la RA, c'est vrai que les gens ils ont une sorte de frustration. À la limite, dans le parcours client, il y a un objet, voilà, je ne sais pas, comme nous on a fait la rose, bah à la fin on donne une rose en plastoc. Bon, c'est pas très écolo, mais c'est le souvenir de l'expérience du polysensoriel. Voilà, ils vont se souvenir, ils ont vécu l'expérience et je suis reparti avec quelque chose. Le consommateur, maintenant, c'est vrai que comme tu l'as dit, ben, on a notre pièce et ben, on est content d'avoir notre pièce dorée qui représente en fait, je ne sais pas, Montmartre, etc. Mais on a notre petit trésor avec nous. Donc ça, c'est Et vraiment. donc, si je t'entends, ça veut dire qu'il n'y a aucun intérêt à ajouter quelque chose à ce petit truc matériel pour essayer d'établir un lien à long parce terme. que imagine un truc, bon après, là je pense qu'ils n'en sont pas encore là, mais imaginons que dans cette médaille, il y a un petit récepteur que tu scannes et hop, tu as un XR+. Bah, c'est XR+, c'est Philippe, hop, j'ai un petit truc augmenté et c'est la solution de Philippe qu'on peut mettre dedans. Mais ça, ils n'ont pas encore intégré la mixité qu'on peut faire avec un goodies. Ouais. Tu vois, Et par là, exemple, imagine, tu achètes une affiche et tu as un QR code, et ben tu es chez toi, tu as ton truc, tu as ta QR code, et hop, tu as la Vénus qui arrive de chez toi en 3D. Et voilà, il y a encore pas un fossé, mais encore une séparation où ils n'ont pas compris qu'on pouvait peut-être mixer au bout d'un moment la techno, le numérique, le digital qui peut s'incorporer dans le physique. Et je pense que c'est là que Muséum Connexion a une responsabilité. Alors, je ne suis pas sûre que 2023 ait été l'année et que c'était assez tôt, mais je pense que ce sera peut-être à eux, à un moment, justement. Ils ont tous les exposants. Il y a quelque chose à blinder, quoi, enfin, à faire fonctionner ensemble. Il y a des goodies qui pourraient être très bien augmentés. Voilà, mais en fait, il y a cette espèce de carpette verte d'un côté et bleue, une espèce, physiquement, une espèce de ligne qui fait qu'il y a une séparation, quoi. Bah, Tout le monde l'a tout à fait ressenti, raison. ça. C'est-à-dire que bah, c'est vraiment deux fossés, c'est deux mondes, deux univers. Tu vois, c'est vraiment, tu as le monde de la forêt et tu as le monde de la tech et des bleus, quoi, je sais pas. Et c'est vrai que, alors qu'on est censé être multidisciplinaire, en fait, d'apporter les uns et les autres quelque chose de plus. Nous, on a une valeur ajoutée, eux, ils ont une valeur ajoutée aussi. Tout à fait. Oui, Philippe. Ouais, le sujet des goodies augmentés, c'est un vieux sujet parce que, bien sûr, ça concerne les musées. On pourrait espérer que on augmente les goodies de musées avec des expériences en AR, mais c'est les mêmes problématiques, en fait, au travers des salons marketing, où les processus de goodies existent depuis belle lurette, et progressivement, mais doucement, mais sûrement, quelque part, ça fait son chemin, mais ça prend des années. Euh, Alors, j'ai rencontré, puisqu'on faisait un meet-up à WE, j'ai rencontré un Américain qui était venu à cet événement mardi dernier, avec qui on a dîné, et lui il me disait qu'aux États-Unis, et c'est peut-être une nouvelle encourageante pour nous, parce que quand ça se passe aux États-Unis, ça finit un jour par arriver de l'autre côté de l'Atlantique, et plus particulièrement en France, après l'Angleterre. Il semble qu'il y ait beaucoup, beaucoup de campagnes d'activation web et art autour de projets marketing avec ce type de concept. Mais oui, ça va décliner sur des jeux, ça va décliner sur de l'embasement, ça va décliner sur ce qu'on appelle dans le marketing de l'activation. L'effet waouh pour l'effet waouh, aujourd'hui, je pense que le consommateur, l'utilisateur, monsieur tout le monde, ben c'est fini cet aspect-là, ça n'existe plus parce que scanner un QR code, c'est devenu une commodité. Et c'est pas les expériences autres que celles de Snapchat, Sparker et toutes ces plateformes sociales où les effets spéciaux de filtres, de machin
sont déjà très, très spectaculaires. Donc, c'est difficile de surprendre l'utilisateur avec un produit dont il faut fabriquer la chose et en plus l'augmenter de quelque chose qui va le compléter, qui va l'enrichir et qui fasse pas qu'un effet ponctuel. Donc, bon, après tout, moi, ma conclusion, c'est que oui, tout ce qui est salon de goodies, bah, il faut être en veille, mais pour l'instant, toutes les tentatives que j'ai faites pour proposer ce type d'augmentation à ces producteurs ou ces fabricants, et d'ailleurs, je suis pas si sûr que ça soit des fabricants qui soient sur les salons comme Museum Connection pour les goodies ou les trucs de musée, euh, bah, ils suivent, mais ils vont pas être les leaders sur ces sujets-là, et c'est effectivement toujours cette aversion au risque qui nous caractérise assez bien, faute de budget aussi, sans aucun doute. Eh Donc, bien, c'est voilà, la une promesse bonne, potentielle, ouais, la c'est une belle promesse de, conclusion. C'est la une promesse est conclusion là. réaliste avec de l'espoir. Ouais. Non, mais la promesse de mettre de l'art, d'augmenter le musée, de pouvoir revivre l'expérience à distance, avant, pendant, après, enfin, moi je le sers, mais je finis par fatiguer, quoi. Mm. Euh, et je pense qu'il y a un sujet majeur, en fait, autour de tout ça, et à chaque fois on tombe dans le panneau, c'est qu'on peut faire une meilleure expérience en réalité augmentée, réalité virtuelle, peu importe. C'est un sujet d'abord de communication et de bénéfice à communiquer à l'utilisateur pour qu'il le fasse. Et ça suffit pas de mettre un QR code pour que les gens le scannent aujourd'hui. Donc ça revient un peu à la conclusion de Philippe. Ouais. S'il n'y a pas la ressource, je ne parle pas uniquement du budget, mais la ressource vraiment de communication et d'explication, tout ça tombe un peu à l'eau et la conclusion, c'est que finalement, ça coûte, mais ça rapporte rien. Oui, parce qu'il faut une dynamique derrière, il faut transmettre, en fait, il faut donner l'envie. Et si tu donnes pas l'envie, comme il dit Philippe, hein, tu as beau avoir un QR code. Ouais, puis bon, il faut embarquer les gens dans une histoire. C'est-à-dire que tous les projets qui marchent, Mais pour les embarquer, Pour les embarquer, il faut les embarquer, il faut bien un guide. Il faut bien un guide, il un faut les maître de jeu. teaser. Il faut je un prends maître toujours de pour jeu. exemple la bouteille de pinard avec. Donc, ouais. Mais c'est pour ça, sans doute, que, bon, si j'entends ce que j'ai entendu sur les États-Unis, c'est des processus d'activation marketing, hein. Et derrière, j'imagine très facilement que c'est ce qu'on appelle de l'embasement, c'est-à-dire, tu veux gagner, tu joues, tu as fait un super score, bravo, donne-moi ton email pour recevoir ton lot, et tu feras partie du tirage au sort. Donc, c'est la relation des intermédiaires entre les marques, et après tout, les musées, c'est des marques, et le consommateur dans un but de pouvoir prospecter et revenir vers l'utilisateur derrière. Parce que sur les réseaux sociaux, justement, on n'a pas cette possibilité d'avoir une relation désintermédiaire. Ça passe par Snapchat, ça passe par Facebook, et eux, bien sûr, ils ne donnent pas leurs data. Tu ne sais pas avec qui tu communiques. Donc pour nous qui sommes dans le monde libre, j'entends les applications natives, les applications web, moi, je considère que l'un de nos éléments de différenciation par rapport à la puissance hégémonique de ces grandes plateformes qui méritent leur succès par la qualité des usages qu'ils ont su créer et développer, ben, c'est de leur proposer de la data pour les marques ou les entreprises qui le souhaitent. Euh, pour avoir, là, tu voyez, pour prendre un exemple, alors bon, XR+, là, on fait un truc pour Saint-Valentin au Mexique. Il faut, en scannant un QR code, déclencher une expérience autour d'un tracking d'images pour avoir une jolie vidéo, une jolie musique, et ou faire un jeu où il consiste à, tout autour de moi, cliquer sur des cœurs pendant 30 secondes. Il y a les petits cœurs qui rapportent 10 points, il y a les cœurs moyens qui rapportent 5, il y a les gros cœurs qui rapportent 1. Je fais un score, et ensuite je vais partager avec la marque ce score pour être éligible, et gagner un voyage. On va voir combien ça va générer, mais si derrière il y a un gros budget promo, ben ouais, ça va faire, on peut l'espérer. Si le teasing, la valeur, ok, joue pour gagner un voyage à Cuba, bon, ça, les gens, ils vont le faire, hein. Enfin, Il faut une j'espère. carotte, ouais. Il faut une carotte, il faut Il un faut une carotte. bénéfice. Mais après, le côté, c'est une expérience nouvelle. Bon, ok, au lieu de cliquer sur une vidéo, sur un truc, sur un écran, bah, je vais être en réalité augmentée. Ça n'apporte pas fondamentalement grand-chose, sauf que je suis tout autour de moi, je vais utiliser le gyroscope. C'est plus challenging, quoi. Et surprenant et innovant. Bon, puis il faudra trouver C'est le déjà concept ça. après.
Ouais, C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez, c'est vrai on arrive sur les 45 minutes, donc est-ce que vous pourriez conclure en 1 minute, nous donner une conclusion? Alors peut-être quelque chose d'impérissable, on a déjà eu des éléments, mais en 1 minute, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en avant? Alors que ce soit cette expérience Museum Connection ou de ce que vous avez évoqué du lien ou de l'utilisation globale de la XR dans ce monde très particulier des musées et de la culture. Qui veut commencer? Bon, allez, je me Ne lance. répondez pas tous. Allez, Philippe. Je me lance. 1 minute. Hein. Oui, oui, je pense que le plus important, en fait, c'est une expérience qu'on a découvert là sur ce salon-là, c'est de faire en fait de présenter un projet avec le client et de voir vraiment son retour d'expérience utilisateur. Euh, on a eu la chance on a travaillé avec eux pendant 3 ans sur ce projet-là. Et en fait, ils ont analysé tous les retours, que ce soit des papis, des mamies, des gens, des jeunes, des vieux, des étudiants, etc. Et ça a permis, en fait, maintenant, je la communiquerai parce que c'est super intéressant pour tout le monde, en fait, en fonction de la typologie et de la génération, en fait, les retours qu'ils ont eus au niveau de l'usage de la réalité augmentée. Parce qu'en fait, c'était vraiment on en a mis plus que nécessaire dans toutes les façons d'utiliser la réalité augmentée, que ce soit sur des objets scannés, des lieux scannés, de la détection sur du print ou des cartels, pour du handicap aussi. Et en fait, on a tout ce retour-là, et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas une expérience qui est utilisable pour tout le monde. Et le plus important, c'est d'aller vers la gestion de profil utilisateur avec des expériences adaptées à ces profils utilisateurs. Et que ce soit à partir du web AR, que ce soit à partir d'applications natives, etc. Plus on va se rapprocher de profils utilisateurs, plus on va pouvoir avoir un impact en fait sur ces utilisateurs-là, et justement de faire avoir une différenciation par rapport à ce que fait Snap, à ce que fait Facebook, etc. Qui est vraiment c'est du vertical à gros volume, et en fait, quel que soit l'utilisateur, on lui sert la même soupe, qui peut être très sympa, mais qui peut être aussi moins réussi. Donc je pense qu'on a l'avantage qu'on peut avoir, c'est justement de se concentrer sur l'utilisateur lui-même et sur qu'est-ce qui va vraiment lui être important. Eh ben, écoute, on prend note, c'est intéressant. Next. Qui veut se lancer pour une conclusion d'1 minute sur ce que vous avez retenu, bien sûr. Moi, j'ai pris un parti pris, en fait, quand j'ai pu être exposant dans ces salons-là, c'est de ne plus prendre de stand. D'une part parce qu'on est une toute petite structure, donc on n'a pas les moyens d'être à plusieurs facilement sur un salon comme ça. Deuxièmement, parce que, comme je l'indiquais, ben, il n'y a pas forcément, derrière pour nous en tout cas, de concrétisation. On revoit des gens, c'est toujours agréable, mais on n'a pas besoin d'être exposant. Ça nous donne plus de flexibilité pour aller voir ceux qui exposent et faire finalement de la veille, mais parfois des partenariats. Et puis aussi parce que j'ai décidé de recréer des événements pour rassembler la communauté et faire parler des gens qui sont des professionnels, avec l'objectif d'élargir l'entre-nous à des donneurs d'ordre. Parce que les entre-nous, c'est cool, hein, bien sûr, c'est fantastique et il en faut, mais c'est pas ça qui, à la fin de la journée, nous développe nos entreprises. Donc il faut qu'on arrive à faire venir des gens, mais ça veut dire organiser des événements, et c'est un autre travail, c'est un autre métier, passionnant, mais qu'il faut faire pour réussir à rassembler autour de ces sujets, de ces formats expérientiels, des entreprises, quelle que soit leur nature, qui vont mieux comprendre et pouvoir rencontrer et faire des rencontres qui vont générer des projets. Donc voilà, je suis passé dans une phase plus passive sur les salons et en même temps active sur des événements pour élargir le scope avec un métier différent. Caroline, Valérie, allez-y. Donc, 1 minute pour le mot de la fin. Donc, c'est vrai que pour moi, je suis assez positive sur le salon, que ce soit pour les exposants, aussi bien pour les consommateurs. D'un côté, quand j'ai fait un petit tour, les exposants étaient quand même assez contents. Bon, après, frileux parce que les budgets sont pas là, ou comme j'ai été voir Solea, etc. On voit que la 3D réalité augmentée, elle est quand même bien, elle est là. Après, les budgets ne sont pas obligatoirement en phase. Mais je suis confiante dans la direction que nous, l'XR ou l'AR, prend des dimensions, parce que
Il y a vraiment on est des chercheurs de contenu. Ils savent que la techno est là, c'est vraiment du qualitatif qu'ils demandent. Il y a une envie, il y a vraiment moi, je pense que c'est pour le retour des salons, même si, bon, après, comme il dit Philippe, c'est bien aussi, on se revoit, on voit aussi que tout le monde a la même problématique, donc quelque part, on se sent un peu moins seul. Il y a toujours ce problème d'évangélisation qui est toujours présent. Ça, entre la confusion des supports interactifs, les tablettes, etc., l'immersif où on le met, ça, c'est encore un autre débat. Ou le voyage, l'imaginaire. Donc et là, et là aussi, je peux confirmer que l'olfaction, en fait, est un patrimoine olfactif est vraiment de plus en plus présent dans les lèvres des personnes, aussi bien consommateurs que les conservateurs, que les gens qui veulent chercher. La plus-value aussi de ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand on expose aussi, grâce à HoloLens, en fait, ce que nous on appelle la galerie, à la Mary Poppins, c'est un truc qu'on a développé qu'on a vu au CITEM et que ça a fonctionné aussi au Museum Connection, qu'il y a des côtés d'assurance, de déplacement d'œuvres ou de restauration. Là, ils ont vraiment vu qu'il y avait vraiment une valeur ajoutée aussi à les œuvres qui seront jamais montrées au public. Donc, il y a vraiment moi, je trouve qu'il y a une belle perspective pour tout ce qui est les techno immersifs, réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc, moi, je porte sur une note positive et que ça sent bon pour l'année 2023-2024. Voilà. Merci Caroline. Et Valérie, qu'est-ce que tu en penses, toi, pour conclure? Moi, je suis assez optimiste. Je pense qu'effectivement, c'est tôt pour l'industrie culturelle en général. C'est les années post-Covid, il y a des problèmes budgétaires. Et puis, faut le dire quand même, c'est une industrie assez conservatrice, hein, historiquement. Mais moi, j'y crois parce que, je pense qu'il y a plein d'avantages. Que ce soit une expérience très haut de gamme avec HoloLens ou sur son smartphone dans un petit musée, les gens sont toujours charmés, ils sont toujours impressionnés, ils ont toujours des avis très positifs sur leur expérience. Je pense que les musées aussi et les centres culturels et les sites aussi en général n'auront pas le choix. Il y a un moment, il va falloir aussi changer la façon dont ils attirent leurs visiteurs, parce qu'il y a une génération qui arrive qui, à mon avis, fera pas des visites de musées telles que nous, on les a, et encore plus nos parents, nos grands-parents. Donc, il va falloir les rendre plus modernes, plus interactives, plus immersives et effectivement plus fidélisantes, entre guillemets. Donc il va y avoir voilà, une évolution qui va se faire, qui va prendre un petit peu de temps pour des raisons budgétaires et de conservatisme, mais qui va arriver à un moment ou à un autre. Et puis fondamentalement, je pense que de toute manière, ils n'auront pas le choix. C'est surtout ça qui va arriver à un moment ou à un autre, c'est qu'il va falloir utiliser les technologies pour changer la façon dont on voit l'art, la culture en règle générale. Eh bien, écoutez, merci à tous. C'était un plaisir de discuter sur Museum Connection. Alors, comme d'habitude, on a fait 30 minutes en 52 minutes, hein, mais bon, ça, je crois qu'on est trop bavard. Mais merci beaucoup. Et puis, rendez-vous l'année prochaine, très probablement sur Museum Connection 2024, parce que ce sera toujours intéressant de voir l'évolution. Et en attendant, dans les événements comme celui qu'a organisé Philippe, au Lens Fest le 15 février, à Laval Virtual, etc. etc. À très bientôt. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt, bon week-end. Bye bye.